Bienvenue au programme Décryptage, une émission de Vox TV qui vous permet chaque semaine de comprendre les différents faits de l'actualité à travers des acteurs que nous sélectionnons pour vous, des acteurs politiques, économiques et socioculturels. On le sait tous, depuis plusieurs semaines, notre pays est touché par la pandémie de Covid-19. Plusieurs personnes ont été contaminées, une dizaine de morts déjà dans notre pays, et le gouvernement s'organise à faire en sorte que des personnes vulnérables ne soient pas délaissées, tout comme les malades également soient pris en charge. Pour parler de tout cela, pour discuter de cette problématique, nous recevons aujourd'hui Madame Antoinette Dinga-Ndiodo. Elle est ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Madame la ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Arsène. On vous sent, je présume, depuis le déclenchement de cette crise sur vos épaules, une certaine charge. Comment vous vous sentez? Je suis à la tâche. Je suis ministre. En anglais, to minister veut dire servir. Donc, je suis au service de la population. Donc, c'est une responsabilité. Et ça demande beaucoup de ressources. Ça demande... beaucoup d'énergie. Oui, beaucoup d'énergie, beaucoup de mental, physique et tout. Mais Madame la ministre, on est au travail. Madame la ministre, avec mon équipe, nous sommes au travail. Ah oui, c'est vrai, parce que de temps en temps, nous voyons que vous êtes sur le terrain. Je voulais rappeler également, Madame la ministre, qu'il y a quelques jours, le président de la République a livré un message à la nation et dans lequel il reconnaît qu'il y avait beaucoup de personnes qui vivaient au jour le jour, donc vraiment des vulnérables, des personnes pour lesquelles le gouvernement devait peut-être avoir une attention particulière. On parle de 5 milliards qui seraient transférés sur le compte du ministère des Affaires sociales pour essayer d'aider ces personnes-là. Est-ce que c'est de l'argent qui doit arriver parce qu'on voit arriver des dons, des chèques de tous côtés, ou bien c'est de l'argent déjà disponible pour aider ces vulnérables? Bon, d'abord, le message du chef de l'État, dans son message. Le premier message qui date, je crois, du 28 mars, et qu'il a réitéré dans le dernier message, c'est que le gouvernement doit être solidaire et montrer cette solidarité vis-à-vis non seulement des opérateurs économiques, mais également des personnes vulnérables. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a été mis en place un fonds de solidarité. Mais nous, le ministère chargé de la solidarité, nous avons fait le point de ce que nous avons, en attendant que ce fonds de solidarité soit constitué. Nous avons regardé ce qui est disponible à notre niveau. Au niveau du ministère. Au niveau du ministère. Et en regardant ce que nous avons déjà, nous avons premièrement, parce que quand le Covid est arrivé, si vous vous souvenez, nous étions en train de préparer la relève des victimes des inondations, avec des partenaires qui ont mobilisé l'argent pour préparer la stratégie de relève, particulièrement 2 partenaires. Et quand le Covid arrive, on était obligé de surseoir. Mais entre-temps, nous avions reçu des dons, et parmi lesquels il y a des produits périssables. La date de péremption approchait, et nous sommes allés vers les donateurs qui nous avaient donné ces dons-là, pour dire, si nous gardons longtemps ces produits périssables, on ne pourra plus les utiliser. Et ces donateurs ont accepté que nous mettions à la disposition des personnes vulnérables, les premières personnes vulnérables. Vous savez, quand cette maladie a commencé, on disait que les personnes les plus exposées, qui sont à même d'attraper cette maladie, ce sont les personnes du 3e âge. Et les personnes vecteurs
qui transportent la maladie, ce sont les enfants. Donc, au niveau institutionnel, nous avons dit, nous avons des personnes vulnérables dans les institutions privées et publiques, les personnes vulnérables qui sont en hébergement, en pension ou demi-pension, et des enfants dans des orphelinats. Donc ces produits périssables, qui devaient périmer dans la date de péremption, étaient proches, c'est-à-dire juillet-août, nous avons mis ces produits à la disposition de ces structures-là. Madame la ministre, je ne vous arrête pas. Ça, c'est au niveau institutionnel. Attendez un instant. Ça, c'est ce que nous avions au niveau de notre stock. Et nous avons regardé aussi les projets emblématiques du ministère. Nous en avons 2. Un qui s'appelle Téléma et un qui s'appelle Lisungi. Projet Téléma, quand vous exécutez un projet avec un partenaire, chaque année, vous élaborez un programme de travail. Et à ce programme de travail est adossé un budget pour exécuter ce programme de travail. Et nous avons écrit aux partenaires qui financent le projet Téléma pour lui dire, compte tenu de ce que nous, au ministère, nous n'avons pas de ressources, le budget, on n'en a pas. Mais est-ce que nous ne pouvons pas utiliser les ressources qui étaient dédiées aux activités de l'année 2020 pour venir en aide aux personnes vulnérables? Et pour une fois, l'AFD a répondu avec une rapidité inhabituelle pour utiliser ces ressources-là. Il fallait intensifier la communication. Et l'AFD nous a dit, on va utiliser la ligne imprévue. Donc, en tout, nous avons mobilisé auprès de l'AFD, dans le cadre de ce projet, 200 millions de francs CFA pour les vivres et la communication, 168 millions. Ça, c'est ce que nous avons mobilisé. Madame la ministre, Attendez un instant. Maintenant, au niveau des ménages. Au niveau institutionnel, si on peut rester, parce qu'après, nous reviendrons au niveau des ménages avec force détail, parce que beaucoup de Congolais se posent toutes ces questions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez reçu les moyens pour commencer à faire le travail tel que le président de la République l'a dit? On parle de 5 milliards de francs CFA. Est-ce que c'est déjà sur votre compte ou bien ça prend un peu du temps, des procédures administratives et tout ça? Où est-ce que nous en sommes? Les fameux 5 milliards pour prendre en charge 100 000 ménages. Avant qu'on en parle, c'est moi qui ai fait la proposition. Le projet Lisungi, dans le cadre du programme avec le FMI, il est prévu le passage à l'échelle, c'est-à-dire couvrir tout le territoire. Avec la Banque mondiale. Parce que ce que nous faisons jusqu'à présent, c'est vraiment pilote. C'est une infime partie de la population qui est dans le besoin. Nous ne couvrons que 11 000 ménages. Alors qu'il faut toucher, si nous devons parcourir tout le pays, c'est environ 600 000 ménages. Très pauvres, c'est-à-dire qui n'ont absolument rien. Alors vous voyez la différence. 11 000 ménages, 600 000 ménages. Donc dans le cadre de ce projet, dans le cadre du programme avec le FMI, le gouvernement avait mis à la disposition du projet 6 milliards sur les 18 milliards 300 qui étaient prévus au mois de décembre 2019. Donc c'est l'argent qui est déjà dans le compte. Sur les 6 milliards, 2 milliards étaient destinés à la préparation, toutes les activités qui doivent nous mener au passage à l'échelle.
de faire le transfert au ménage, il y a tout un travail qui se fait. Alors tout cela, nous avons fait le point avec la Banque mondiale et on a évalué tout ça à 2 milliards. Donc il restait 4 milliards. Et les 4 milliards qui étaient là, nous avons dit, avec le confinement, il n'est plus possible de faire le travail du passage à l'échelle. Nous remettons ces 4 milliards dans la cagnotte. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de l'argent frais, c'est de l'argent qui était déjà dans le compte du projet depuis le mois de décembre. Voilà. Donc, clairement, vous avez 4 milliards sur le compte. Et comment ça va se passer? Quelles sont les actions qui sont prévues pour atteindre la majorité des vulnérables? Pour atteindre la majorité, pour atteindre les nouveaux vulnérables, parce que nous avons déjà dans notre base de données qui s'appelle Registre social unique, plus de 120 000 ménages. Et parmi les 120 000 ménages, il y en a qui ont déjà fait l'objet d'enquêtes. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes inscrit dans le registre social que vous êtes automatiquement éligible. On doit mener une enquête de vulnérabilité, c'est-à-dire que nous faisons le porte-à-porte pour vérifier l'information qui est portée dans le système et vérifier aussi votre statut, comment vous vivez, avant qu'on ne vous déclare éligible. Maintenant, les nouveaux vulnérables qui se sont ajoutés avec le Covid-19, ceux-là, nous nous appuyons sur les collectivités locales pour les identifier. Et justement, Madame la ministre, pour clarifier les nouveaux bénéficiaires, il y a eu des gens quand même qui vivaient au jour le jour, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de bus, ceux qui vendaient au marché. Est-ce que c'est de ceux-là dont vous parlez comme nouveaux bénéficiaires? C'est tous ceux qui sont maintenant dans l'incapacité d'avoir un revenu, ceux qui ont perdu leur revenu. On n'inclut pas là-dedans ceux qui ont un revenu stable. Un fonctionnaire, par exemple, qui a un salaire, il n'est pas dedans. Mais ce sont les personnes qui ont perdu leur unique source de revenus qu'ils avaient. Je sais que le travail il est important, il est énorme le travail. Vous visez beaucoup de ménages, peut-être pour un premier temps 120 000 ménages. Non, c'est 200 000. 200 000 ménages. Selon le message du président de la République. Exactement. Du chef de l'État, vous avez entendu. Oui. Il s'agit de 200 000 ménages, et même 200 000 ménages, nous ne sommes même pas à la moitié. Voilà. Selon les chiffres que nous avons. Voilà. Je sais que le travail va être très important. Les gens ont besoin de cette assistance pendant la période de confinement. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Est-ce que là également, vous tenez compte de cet agenda pour aller plus vite ou bien vous restez sur vos méthodes, votre façon de travailler? Non, si nous suivions notre méthode habituelle, c'est un exercice qui prend au minimum 6 mois, 6 à 1 an. Donc, ce n'est pas ça. C'est pour ça que nous vous disons, que je vous dis que nous nous appuyons sur les autorités locales, les maires, les maires qui s'adressent à leurs chefs de quartier, chefs de zone, chefs de bloc, pour enregistrer. Et les informations vont nous parvenir. Mais pour l'heure, nous n'avons pas encore commencé à payer ces ménages-là, les nouveaux ménages. Les ménages qui ont été payés la semaine dernière, ce sont les anciens ménages vulnérables pour lesquels nous avons la preuve qu'ils sont mis vulnérables et qui sont déjà inscrits non seulement dans notre registre, mais à la banque postale. Mais les nouveaux ménages, nous sommes en train de travailler. Mon équipe est en train de passer dans chaque arrondissement pour leur dire
quels sont les critères qu'il faut regarder? Les nouveaux vulnérables, non juste, c'est vrai qu'on a vu vos équipes s'est déployées au début dans la plupart des départements pour former les gens, comment utiliser le petit soutien financier qu'ils devaient avoir. Mais cette fois-ci, je pense que donc, ça va être de l'argent, ou on va peut-être parler de la nature de l'aide après, mais peut-être c'est de l'argent que vous donnez juste pour survivre, pour que les gens C'est un achètent forfait de 50 000 francs juste par ménage. pour manger, pas pour exercer une activité en plein confinement. Non, ça c'est pour manger. C'est pour les besoins alimentaires. Ouais, ouais. Vous savez, le premier médicament, les médecins vous le diront, c'est la nourriture. Ça, c'est le premier médicament. Voilà. C'est pour ça que même quand on dit les biens essentiels, on a éliminé les habits, les je sais pas quoi, même se coiffer, on n'a plus ça dans les biens essentiels. Les biens essentiels, c'est vraiment l'alimentation, les soins de santé. Est-ce que c'est une réponse aussi aux plaintes des gens lorsque pour la première fois on a lancé le confinement, les gens voulaient toujours sortir pour aller chercher quelque chose à manger parce qu'ils ne savaient pas. C'est une réponse. C'est ça. C'est pour que les gens puissent s'alimenter, continuer à s'alimenter correctement. Et rester à la maison. Voilà, mais tout en restant à la maison, en respectant la distanciation sociale, en respectant les mesures, les gestes, quoi, barrières. Voilà. Et en portant le masque. Le masque, comme on le fait maintenant. Voilà, le masque est maintenant obligatoire. Il est désormais obligatoire. Chacun de nous doit non seulement se protéger, mais protéger son entourage. Mais on sait aussi, Madame la Ministre, avant donc cette nouvelle procédure, vous allez donner de l'argent à vos clients, enfin aux bénéficiaires qui sont à la banque postale, mais aussi les nouveaux qui vont arriver. Mais on sait aussi dans la nature de l'aide que vous offrez à certains bénéficiaires, il y a de la nourriture. Est-ce que vous allez continuer à distribuer du poisson, du riz et tout? Est-ce que ça existe encore tout ça? La distribution des dons, des vivres, c'est au fur et à mesure que nous recevons. Parce que nous n'en avons pas. C'est au fur et à mesure que nous recevons. Je vais vous donner l'exemple des bœufs. Les bœufs que nous avons reçus, c'est un éleveur qui nous a donné 20 bœufs en présence du Premier ministre, du ministre d'État à l'agriculture, en précisant que c'est pour le personnel soignant en priorité, les agents de la force publique et les personnes vulnérables, les personnes du troisième âge, les enfants. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons déjà assuré la distribution. Il y en avait 20. Les 20 bœufs ont été distribués. Quel est votre commentaire, Madame la Ministre, lorsque vous voyez les donateurs qui vont directement, qui identifient leurs propres vulnérables et qui vont directement faire les dons, alors que c'est vous qui avez la compétence et la fiscalité? Quel est le commentaire que vous faites? Non, je ne fais pas de commentaire. Ils ont choisi d'aller donner. Comme ça, ils sont sûrs, certainement qu'ils sont sûrs que ce qu'ils donnent atteint le bénéficiaire. Donc, c'est le choix qu'ils ont fait. Ceux qui viennent vers nous, c'est aussi un choix qu'ils font. Mais on n'est pas obligé de venir vers nous pour dire qu'il faut donner au ministère. Mais nous, maintenant, au niveau de la commission engagement communautaire, on a mis en place un système de veille pour que nous comptabilisions tous ces efforts-là, toutes ces contributions, comme contribution à l'effort, à la solidarité nationale. Ce que donnent les députés directement à la population, ce que donnent les donateurs directement à la population, ce que donnent les fondations directement à la population. Tout cela contribue à la solidarité nationale. Il paraît qu'il semble que vous avez une espèce de centrale, de dépôt, où peut-être qu'on devait tout mettre et puis essayer de... C'est pas pour ce genre de crise. Nous avons un entrepôt, mais parfois ça nous pose quelques défis. Vous avez vu que nous avons reçu
d'un donateur, je crois que c'est le don le plus important que nous ayons reçu dans ce cadre-là, l'huile. 175 000 litres d'huile. Et c'est dans des cubitaires de 1000. Nous ne savions pas comment conserver ça, comment manipuler ces cubitaires. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons ramené, nous avons négocié avec une autre société pour qu'on reconditionne dans des bidons, dans des bouteilles que nous pouvons manipuler après. Est-ce que vous avez un message particulier ou un message à l'endroit de vos nouveaux bénéficiaires, peut-être qui sont impatients, qui ont vu les autres prendre les 50 000 et puis ils ne sont pas sûrs, mais ils ont vu passer également les registres dans leur quartier. Est-ce qu'il y a un message Ils ont vu passer les registres dans leur quartier? Certainement que les chefs de quartier sont en train de travailler pour les C'est recenser. pas dans tous les quartiers. Oui. Jusque-là, est-ce qu'il y a un message? Nous avons seulement deux arrondissements, je crois, qui nous ont remonté les données, mais les autres pas encore. Même si nous le faisons en urgence, mais nous voulons bien faire, ne pas rater, ne pas avoir des ratés. Nous devons travailler, même si nous devons le faire rapidement, mais il faut qu'on respecte certains critères. Par exemple, le chauffeur de taxi, il est chauffeur de taxi. Il faut qu'il apporte la preuve qu'il était chauffeur de taxi. Le coiffeur, il faut qu'il apporte la preuve qu'il était vraiment coiffeur. Sinon, n'importe qui peut venir dire « Moi, j'étais chauffeur de taxi, moi, j'étais coiffeur, moi, j'étais cuisinier, je travaillais là. » Non. Il y a des informations, on doit apporter la preuve et après, nous allons repasser pour vérifier si l'information qui est portée dans le registre est correcte. Je leur demande la patience, qu'ils soient patients. Ça va venir. Est-ce qu'il y a une réflexion particulière aussi pour d'autres vulnérables, comme les étudiants, qui pour la plupart sont venus de l'intérieur du pays, des autres villes, et qui habitent ici à Brazzaville, mais qui sont dans le confinement dans les campus? Est-ce qu'il y a une réflexion particulière pour cette catégorie de personnes? Quand je vous parlais de ce que j'ai donné, ce que nous avions donné le 6 et le 7 avril, nous avions inclus les étudiants qui étaient dans les campus. Parce que pendant que nous étions en train de préparer l'aide aux hospices, le collectif des étudiants dans les campus est venu nous voir avec une lettre pour dire « Nous sommes restés dans le campus, nous n'avons plus rien ». Donc nous les avions inclus. Il y a en tout près de 800 étudiants à qui nous avons remis à manger. Mais entre-temps, nous avons reçu aussi une requête des étudiants qui ne sont pas dans les campus, mais qui sont locataires dans des quartiers. Donc nous avons reçu cette requête-là dimanche et nous allons voir, avec ce qui nous reste, si on peut aussi mettre à leur disposition des vivres. Mais ils sont nombreux, voilà. C'est des grands défis. C'est des grands défis. Madame la ministre, peut-être qu'on va terminer par des actions de communication, mais d'abord une question. Vous avez pris des engagements avant le Covid-19, notamment avec les victimes des inondations et d'autres victimes d'intempéries aussi. Vous étiez en train de travailler dessus. Le Covid vous a surpris. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'action que vous portez envers toutes ces personnes qui bénéficiaient déjà de l'Isungi ou bien qui étaient en situation de défaillance à cause des inondations? Aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Parce que je vous ai dit que c'est le chef de bloc qui va identifier ceux qui sont vulnérables. C'est les mairies qui identifient. Et nous mettons l'accent sur le volet
alimentaire. Ce sont les ménages qui ont tout perdu, non seulement le revenu qu'ils avaient, mais aussi qui ont tout perdu certainement dans le cadre des sinistres. Et après, maintenant, quand la situation va redevenir normale, nous allons reprendre notre travail là où nous l'avions laissé. Le relèvement précoce, on met un peu de Voilà. côté, il faut trouver de la nourriture. Voilà, on ne peut pas faire la différence entre sinistrés ou... On ne peut pas faire la différence. Madame la ministre, nous savons également que dans votre département, il y a des agents, il y a du personnel assez outillé, bien formé dans la communication sociale. Quelle est votre contribution aujourd'hui pour aider la population à comprendre le confinement, à comprendre les mesures barrières, donc le port du masque, aux côtés justement du ministère de la Santé qui fait déjà ce travail. Et vous, dans votre département, quelle est la contribution que vous apportez particulièrement aujourd'hui? Quand vous êtes arrivé, vous avez vu trois véhicules. Les 3 véhicules qui sont habillés. Et en ce moment, je crois qu'il y a une équipe. Tous les matins, ils se retrouvent pour faire le point. Donc, j'ai une équipe qui travaille. Et ils lancent les messages dans les quartiers. Dans les quartiers, nous avons recruté des crieurs, nous avons acquis des mégaphones, nous avons conçu, produit et déployé dans la ville des banderoles et beaucoup de documents. Voilà. Et puis tout le monde porte le gilet avec... Voilà. Ils sont tous dans la ville en train de faire la communication. Vous faites en sorte que vraiment ça soit visible. Ça c'est pas seulement Brazzaville, c'est aussi Pointe-Noire. Et dans tous les départements, nous avons envoyé... Il y a le dispositif aussi pour le lavement des mains. Et il y a des masques aussi que nous distribuons. Les thermoflash, donc tout ce qu'il faut pour... et le message que nous faisons passer pour respecter les gestes barrières et tout. Et nous travaillons de concert avec le ministère de la Santé. Merci Madame la Ministre. Nous allons vous donner peut-être 1 minute pour conclure cet échange consacré sur les vulnérables du Covid-19. Nombreux vous regardent en ce moment, ils ont faim, ils veulent écouter un message, peut-être qu'ils sont impatients, mais peut-être que vous pouvez les rassurer. Mais je crois que je l'ai déjà dit, je les rassure. Mais il y a aussi un adage qui dit que ventre affamé n'a pas d'oreille, hein, et je les entends. Mais nous ne pouvons pas non plus bâcler le travail. En anglais, on dit participatory approach. Exactement. Hein? Chacun de nous doit participer, hein? Doit montrer sa responsabilité, son civisme, pour que ces ressources-là soient utilisées correctement et touchent les personnes qui en ont droit. Voilà. Merci Madame la Ministre. Mesdames et Messieurs, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous recevions Madame Antoinette Ndinga Njodo. Elle est ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Merci Madame la Ministre de nous avoir reçus, mais surtout aussi d'avoir répondu à toutes nos questions, à toutes les questions que se posent les Congolais sur le Covid-19, mais beaucoup plus sur le partage, le petit partage que l'État veut faire au niveau des vulnérables. Merci et à la prochaine.